suis même pas sûr qu'ils viennent. Le problème qu'ils ont, c'est qu'en fait, on a l'impression que le gouvernement et le socle commun a déserté l'Assemblée nationale, qui considère que la bataille est déjà quasiment perdue sur les batailles du budget du PLFSS, dans la mesure où en fait, ils font face à deux fronts qui sont supérieurs à eux, qui s'allient pour l'instant. Il y a une alliance qu'ils appellent eux des contraires du NFP et du RN, en fait, qui s'opposent au socle commun. Et quand on fait l'addition des votes des députés du Nouveau Front Populaire et du Rassemblement national, ils sont supérieurs au socle commun. Donc l'idée, c'est à quoi bon? Donc en fait, à quoi bon venir? Et puis surtout, il y a deux choses qui se passent. C'est le fait que la plupart des gens pensent que et le PLFSS et le PLF vont passer à travers un 49.3. Donc en fait, à quoi venir alors qu'ils pourraient faire autre chose, se déplacer au Maroc ou se déplacer en circonscription pour parler à leurs électeurs, ou surtout... Loi sur la sécurité sociale, projet de financement. Projet de financement. Et l'autre point, c'est qu'en fait, si le texte n'est pas adopté à l'Assemblée nationale, il passera au Sénat, et donc à travers éventuellement une commission mixte paritaire. Et donc beaucoup de députés se disent à quoi sert d'être présent dans la mesure où notre travail et nos efforts ne vont pas être récompensés in fine. Alors le gouvernement, sans le chef du gouvernement, c'est très étonnant, non ? Ça arrive parfois que le Premier ministre ne soit pas là, soit qu'il soit en déplacement, etc. En fait, après, si par cas vous avez des questions, souvent elles sont thématiques. Dans ce cas-là, c'est le ministre délégué en charge de ces questions qui doit y répondre. Là, vous avez une double difficulté, c'est que non seulement le Premier ministre n'est pas là, mais que vous avez beaucoup de ministres qui sont en déplacement eux-mêmes et qui accompagnent le Président de la République. On va prendre une question simple. Si par cas une question est posée sur des questions régaliennes, notamment par le Rassemblement national, qui va répondre? Ça va être vraisemblablement un ministre délégué ou un secrétaire d'État, mais ça n'aura pas la même ampleur que si c'était Bruno Retailleau qui répondait. De la même manière, s'il y a une question sur la culture, vu qu'il n'y a pas Rachida Dati ni le Premier ministre, et à ce moment-là, on se posera la question, mais qui répondra? Et in fine, en fait, vous, ce serez soit un ministre qui sera délégué, soit le ministre le plus proche de cette thématique. À la fonction publique, tout simplement. Fonctionnaires, mesure envisagée par le gouvernement, 3 jours de carence au lieu de 1 actuellement. Remboursement des arrêts maladie limité à 90%. IMT. En fait, l'idée qu'a le gouvernement, c'est de se dire qu'actuellement, il y a trop d'absentéisme dans la fonction publique et que ça coûte cher aux agents. Et s'il a commencé sa phrase sur les agents, c'est pour une chose qui est très concrète. C'est-à-dire que lorsque vous avez un agent qui est absent à l'éducation nationale, dans un ministère ou dans une collectivité locale, c'est forcément quelqu'un qui va prendre son travail. Ça va être un de ses collègues, ça va être un de ses remplaçants. Donc forcément, il aura plus de travail. Et cette désorganisation du service public, parce que vous avez quand même beaucoup de jours qui sont absentés, vous avez 14,7 jours par an dans la fonction publique, c'est l'équivalent de ce qu'il a dit de 300 000 emplois équivalents temps plein, parce qu'en fait on compte comme ça dans les lois de finances, donc ça fait beaucoup de personnes à remplacer. Et lorsqu'on dit qu'il manque de moyens, déjà on peut déjà commencer par les personnes qui devraient être déjà plus présents et peut-être exercer leur durée légale de fonction, parce que c'est une chose qui est très simple. Si par cas un prof est absent, une classe est désorganisée, et éventuellement ça va être un de ses collègues qui va avoir des heures de travail supplémentaires. Et s'il travaille plus, peut-être que lui-même exercera davantage son droit de carence et un absentéisme pour des raisons de santé. L'autre point aussi, c'est une question qui est financière, parce qu'on est dans le cadre, depuis lundi, du PLFSS, et qu'en fait, ces jours d'absence coûtent cher, comme a été rappelé par le ministre, c'est-à-dire 15 milliards d'euros. En augmentant le jour de carence de 1 à 3, on économiserait 1,2 milliard d'euros. Or, si par cas, on demande des efforts à tout le monde, aux plus riches, aux plus grandes entreprises, à l'ensemble des travailleurs, à travers les baisses de dépenses publiques, il est normal que les fonctionnaires y participent également, à travers des mesures qui apparaissent de bon sens, dans la mesure où c'est une pure mesure d'égalité, parce qu'il s'agit d'aligner les mesures de carence du public sur celles du privé. Clémence Beaune. Il y a une grande part du déficit qui vient de là. Si vous prenez l'ensemble du déficit public, donc pas uniquement des comptes de PLFSS, donc projet de loi de finances de sécurité sociale, mais également projet de loi de finances normale. Si par cas, la France avait le même nombre de fonctionnaires par l'Allemagne qui est un pays, normalement, c'est pas un pays où il n'y a pas d'État. La France aurait 2 millions de fonctionnaires de moins. Donc c'est quand même un grand écart pour nos compatriotes. C'est-à-dire que si par cas la France était gouvernée comme l'Allemagne ou un ensemble des pays de l'Union européenne, il y aurait 1,5 à 2 millions de fonctionnaires de moins, ce qui provoquerait une économie qui est substantielle. Le deuxième point, c'est la question du nombre de jours de travail. Si par cas, vous voulez vraiment établir de la justice en France, il y a la question des jours de travail et des questions d'absence. En fait, un fonctionnaire, d'une manière légale, travaille à peu près autant qu'un salarié du privé. Mais il bénéficie de conditions matérielles plus avantageuses que celles d'un privé. Par exemple, ils ont plus de jours de congé, ils ont plus de RTT. Et il y a un autre point qui explique cet écart, c'est pour ça que le ministre s'attaque dessus, c'est ce qu'on appelle l'absentéisme. Parce qu'en fait, les salariés du public sont plus absents que les salariés du privé. Et cet ensemble de mesures, en termes d'organisation de l'État, en fait, permet de récolter pas mal d'argent. Parce que si par cas, vous luttez contre l'absentéisme, vous avez moins besoin de recourir à des contractuels qui permettent de remplacer les personnes qui sont absentes. Parce que l'équivalent de 300 000 équivalents temps plein, c'est quand même exceptionnel, c'est quand même énorme. Et je pense que le but, à chaque fois, de ce type d'organisation qu'on appelle des réformes d'État ou des réformes dites structurelles, c'est d'améliorer l'efficience de l'État avec un chiffre qui est très clair. La population de la France a augmenté de 28% de 1980 jusqu'à maintenant.
Pour autant, le nombre de fonctionnaires a augmenté de 50%. Est-ce que pour autant, vous avez plus de services publics? Les services publics sont de meilleure qualité. Et donc, les Français se posent une question qui est très simple. Est-ce que plutôt que d'augmenter les moyens, d'augmenter les impôts et d'augmenter les dépenses publiques de manière continuelle, auxquelles on est déjà les champions d'Europe, peut-être qu'on devrait faire mieux avec ce qu'on a déjà? De la santé, est-ce que tous les fonctionnaires aujourd'hui doivent être traités de la même façon? On parlait de justice sociale, on parlait de justice fiscale. Au-delà des fonctionnaires, il y a des disparités au sein de la fonction publique. Il n'y a pas toutes les fonctions publiques qui sont attachées au même plan. Là, sur l'hôpital spécifiquement, la France souffre de surbureaucratisation. En fait, on a une administration qui est excessive, voire trop importante, avec des comparaisons qui sont très claires. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que l'hôpital est à l'os, etc., ce n'est pas vrai. Les budgets de santé ont augmenté constamment depuis la création de la 5e République. Oui, quand vous entendez cette soignante qui dit qu'elle ne peut pas, alors ça vient d'où vient le problème? Non, mais je ne dis pas qu'elle a tort. Je dis juste que quand on regarde les chiffres, donc ce que payent les Français quotidiennement, les Français consacrent plus de 10% de leur richesse nationale à la santé. Et ce chiffre augmente chaque année. Alors est-ce que ça pêche? Non, mais lorsqu'on dit que on est sur une époque libérale, chaque année, en fait, lorsqu'on appelle ce qu'on appelle l'ONDAM, donc l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie, augmente chaque année. Ça veut dire qu'on augmente juste le plafond. On dit juste les dépenses ne peuvent augmenter maximum de 2,8. Donc elles augmentent chaque année. Donc les budgets augmentent chaque année. Le problème, c'est où est-ce qu'est utilisé l'argent? Quand on prend les comparaisons, notamment entre la France et l'Allemagne, il y a un écart qui est très net. C'est-à-dire qu'on dépense à peu près le même niveau de dépenses par habitant entre la France et l'Allemagne. Pour autant, l'Allemagne a des personnels soignants qui sont mieux rémunérés, donc les médecins qui sont mieux rémunérés, des infirmiers qui sont mieux rémunérés, et globalement, ils sont mieux payés. Et surtout, pendant la crise, on a vu qu'ils avaient plus de lits d'hôpitaux que nous. Donc vous allez vous dire, mais comment on fait pour avoir un tel écart? En fait, ça s'explique notamment par la suradministration, parce qu'en France, on a un tiers des personnes qui sont employées à l'hôpital qui ne sont pas dédiées à des métiers de soignants. Et donc, du coup, quand vous avez un tiers du personnel qui n'est pas dédié à un métier de soignant, vous avez une véritable complication. C'est-à-dire que par conséquent, vous êtes obligé de compresser la masse salariale parce qu'en fait, le budget est limité. Donc, en fait, une partie du budget qui était réservée aux soignants est réservée au personnel administratif. Et deuxième point, si vous regardez, vous allez vous dire, mais peut-être qu'on a besoin de ce personnel administratif, notamment pour régler la question des hôpitaux. Quand on regarde les comparaisons, notamment par rapport à l'Italie, l'Espagne et par rapport à l'Allemagne, si la France avait à peu près le même nombre de personnels administratifs que les autres pays, on aurait 150 000 personnels administratifs de moins. Donc peut-être que ces 150 000 administratifs de moins, leur salaire pourrait être reversé au personnel soignant. Peut-être que les moyens utilisés pour payer ce personnel administratif pourraient être utilisés pour renforcer les moyens des hôpitaux, pour renforcer les moyens de soins. C'est toute la question qui se pose. Et je pense que la difficulté qu'a Michel Barnier, c'est qu'il est dans un objectif qui est comptable et budgétaire actuel, alors que ce qui nécessiterait le budget de la santé, en fait, l'hôpital public, c'est une réforme profonde pour changer les véritables mutations, notamment au regard des défis qu'on traverse, au regard du vieillissement de la population, etc. La tarification à l'activité qui existe dans les hôpitaux publics. C'est même plus que ça, c'est plus qu'au-delà de la question de la gestion comme une entreprise, c'est la gestion comme une gestion uniquement comptable. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des grands chiffres, vous avez des grands équilibres, et c'est pour ça qu'on a mis ce qu'on appelle l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ça veut dire qu'en fait, on sait qu'en raison du vieillissement de la population, en raison du fait que les Français ne veulent moins payer d'impôts, et qu'en fait, le système de dépenses de santé repose sur les contributions des entreprises, en grande partie à travers les charges sociales ou les contributions sociales, comme on les appelle, ou contributions patronales. Et en fait, comme on est limité à ce niveau-là, on essaye de les plafonner dans la mesure où les entreprises ne veulent pas payer plus d'impôts et les Français ne veulent pas payer plus d'impôts. Donc par conséquent, vous devez raisonner à budget constant. Et ce qu'ont mis en place les gouvernements, notamment depuis Alain Juppé en 1995, avec les fameuses réformes qui ont mis une partie de la France dans la rue, c'est de dire, en fait, on va limiter les dépenses parce qu'en raison en fait, de la tendance de l'inflation, du vieillissement de la population, les Français vont recourir davantage aux soins. Et je pense que c'était la première difficulté, c'est parce que Alain Juppé avait considéré que c'était uniquement un objectif comptable, alors qu'en fait, le sujet sous-jacent, c'est que comme la population française vieillit, qu'on aura plus de risques comme coronavirus, etc., en raison du rapprochement des activités humaines par rapport à la nature, etc., par rapport au coronavirus, on est sur un nouveau système de santé. Donc il fallait non pas voir le système de santé comme une gestion comptable, mais réorganiser le système de santé afin de proposer quelque chose de différent, notamment plus rapproché de la médecine de ville, davantage dans la prévention que dans les médecines d'urgence. Mais là, il y a une tarification à l'activité à l'hôpital public, donc c'est comptable. De toute façon, là maintenant, ils ont un objectif, c'est que comme on a à peu près 18 milliards de déficit public au trou de la Sécu, qu'on a déjà activé l'ensemble des leviers comme créer un impôt supplémentaire qu'on appelle contribution sociale généralisée par OCA, contribution de remboursement de la dette sociale, on n'a plus beaucoup de leviers pour pouvoir augmenter les recettes du système de santé. Et donc se pose une question, soit on augmente les impôts fortement, mais si par cas on pose la question à la personne qui vous la pose, est-ce qu'elle veut payer plus d'impôts pour le système de santé, ce n'est pas sûr. Et l'autre choix, c'est de baisser les dépenses. Donc en fait, c'est à peu près un choix du moindre mal entre les différents gouvernements. Et l'autre choix, c'est indirectement... Est-ce qu'on a
On sait ça. Il faut avoir les moyens peut-être. Oui, c'est d'aller en clinique très privée. onéreux. Non, l'affaiblissement de l'hôpital public, c'est surtout sur un objectif de redressement des comptes publics. C'est-à-dire que vraiment, il faut expliquer que tout l'ensemble des réformes sur lesquelles on vit actuellement, notamment les objectifs comptables, proviennent de deux premiers ministres, Michel Rocard et Alain Juppé dans les années 90. Tout simplement parce qu'ils faisaient face à ce qu'on appelle le fameux trou de la Sécu, et qu'ils ont dû mettre en place un ensemble de mesures pour pouvoir répondre à ce trou de la Sécu. Création de la CSG, création de la CRDS, mise en place de la loi PLFSS par Alain Juppé, mise en place de l'ONDAM, etc., pour une raison qui est budgétaire. Vous avez plus de populations qui vont recourir aux soins, vous avez l'apparition de maladies rares, de maladies dites neurodégénératives, donc beaucoup plus compliquées, donc le recours aux soins par personne est beaucoup plus cher. Malgré tout, les dépenses à contrario, enfin les recettes, pardon, ne sont pas illimitées. Donc soit en fait vous dites que vous supprimez d'autres services publics, donc ça veut dire l'éducation, ou vous transférez du personnel de d'autres services vers l'hôpital, soit vous demandez aux Français de contribuer davantage par l'impôt, soit vous demandez aux Français en fait de moins d'être remboursés et que l'hôpital public et que la solidarité publique prennent moins en charge. C'est à peu près les trois choix qui sont mis à la disposition des gouvernements. Et comme les Français sont attachés à leur modèle social, en fait on a fait à peu près un mix des trois, où en fait on a raboté un peu des trois côtés. Moi j'ajouterais une chose quand même, parce qu'on parle beaucoup des complexes. Beaucoup aimeraient aussi se faire soigner dans le privé, mais n'en ont pas forcément les moyens. Alors comment est-ce qu'on arrive à réunir tout ça? C'est l'équation que vous nous évoquiez tout à l'heure. Il y a une difficulté, c'est que en fait c'est comme s'ils avaient un triangle d'incompatibilité. Vous ne pouvez pas à la fois avoir un très bon système de santé, refuser de payer des impôts et augmenter le salaire du personnel médical. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Il y a forcément quelqu'un qui va payer cette équation. La question, c'est qui va payer, ou sinon quel sacrifice on fait. C'est un peu ça, en fait, le choix. Mais au-delà des sacrifices, peut-être ce qui est moins perçu par cette ligne gouvernementale, et dites-moi si je me trompe, c'est les priorités aussi du gouvernement. C'est quoi la priorité? La priorité du gouvernement, c'est de faire en sorte que le budget soit adopté, que le déficit baisse, et qu'ensuite, après, on ne soit pas dans une spirale infernale qui est liée, en fait, à ce qu'avait connu la Grèce dans les années 2010, ça veut dire mise sous tutelle, entre guillemets, ou en tout cas enquête de la part de la Commission européenne, et ensuite, après, les marchés financiers qui nous attaquent, ce qui ferait exploser le coût de la dette, et si par cas, en fait, la charge de la dette explose, tout simplement, en fait, on a besoin de deux réformes des retraites pour passer de 50 milliards de taux d'intérêt à 70 milliards. C'est uniquement ça qui fait peur à Barnier. Et deuxième point, c'est de survivre à la motion de censure, alors qu'il est sous suspens du NFP et du Rassemblement national. Jeanne Galimi. Oui, mais